Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je m'appelle Sylvain Montagny, je suis responsable d'un master électronique, système embarqué et télécommunications à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et je suis responsable de formation sur le LoRaWAN. Donc, on propose, nous, au sein de l'université, un certain nombre de ressources pédagogiques sur le LoRaWAN, dont un livre qu'on a écrit qui est en français et en anglais, qui est disponible gratuitement sur notre site web. On propose aussi gratuitement des vidéos qui sont gratuites à titre académique et pédagogique. Et on propose aussi des formations pour les entreprises. Donc ma présentation aujourd'hui, elle va être en 3 temps. Une première partie sur la connectivité. Comment est-ce qu'on peut avoir de la connectivité en LoRaWAN? On verra donc les réseaux publics, les réseaux privés, les réseaux hybrides et les réseaux communautaires. Ensuite, transmettre une donnée depuis un device jusqu'à une plateforme IoT, c'est quelque chose qui marche très bien en LoRaWAN et qui est très bien documenté. Nous, on va voir que le LoRaWAN, c'est un écosystème un petit peu plus complet et que donc on peut rajouter un certain nombre de fonctionnalités et on les verra au travers de 3 cas d'usage. Et puis ensuite, un sujet d'actualité, comment changer d'opérateur en LoRaWAN. Donc là, c'est d'où je suis parti ce matin, c'est le campus de Technolac à Chambéry. Et sur ce campus, qui fait à peu près 1 km de large, il y a quelques années, on a eu l'idée de mettre un certain nombre de capteurs. Et les capteurs que l'on voulait positionner avaient 2 contraintes. D'une part, c'est que là où ils seraient positionnés, ils n'avaient pas nécessairement de la connectivité IP, donc c'est-à-dire la couverture Wi-Fi de l'université. Et la deuxième contrainte, c'est que ces capteurs, ils devaient être autonomes. Qui dit autonome doit donc consommer le moins possible. Et la troisième caractéristique, qui n'est pour le coup pas une contrainte, c'est que ces capteurs envoyaient un certain nombre de données, mais ces données étaient très limitées. Donc là, on est typiquement dans un cas d'usage, qui est le cas d'usage qui fait référence au LPWAN. Et donc, parmi les LPWAN, il y a différentes technologies qui existent. Donc, des technologies opérées, comme le NB-IoT LTE-M, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a d'autres technologies, comme par exemple le LoRaWAN ou le Sigfox. Donc, nous, on a voulu monter notre réseau tout de suite. Et donc, on s'est tourné vers le LoRaWAN. On a donc positionné sur 3 toits de l'université, 3 gateways. En France, il existe de très bons fabricants de gateways, donc on aurait tort de s'en priver. On a fait une triangulation. Au départ, on voulait faire de la géolocalisation. Finalement, on a laissé tomber un petit peu cette partie-là pour diverses raisons. Donc, je pourrais vous parler dans d'autres sujets, à d'autres moments. Et on a positionné dans une des salles de l'université ce qu'on appelle un serveur LoRaWAN, qui est composé de 2 parties, Network Server, Application Server. Et enfin, on a déployé nos devices. Alors voilà le réseau LoRaWAN dans son ensemble. Il est situé donc de 3 parties, les devices eux-mêmes, les gateways qui donnent de la couverture et le serveur. Le serveur, lui, gère dans une première partie, grâce au network server, l'authentification et l'intégrité des données. Et pour une seconde partie, grâce à l'application server, il gère la confidentialité des données. Donc les données, elles partent de mes devices et elles arrivent jusqu'à l'application server, qui est parfois jumelée à une plateforme IoT, pour pouvoir visualiser mes données sous forme de graphes, diagrammes ou de tableaux ou n'importe quelle forme qu'il soit. Alors ça, c'est une infrastructure qu'on appelle un réseau privé qui fonctionne très bien. Néanmoins, premièrement, ça demande de l'investissement, puisque les gateways, elles ne sont pas gratuites. Ça demande des compétences parce qu'il faut administrer et mettre en place un serveur, pardon. Et puis, ça demande aussi, là c'est plutôt à titre industriel, ça demande de la disponibilité. C'est-à-dire que vous devez garantir à votre client que les serveurs soient toujours fonctionnels, ainsi que vos gateways, bien sûr. Alors, loin de moi l'idée de faire des astreintes le week-end. Donc, ce projet, on a voulu le transformer. Alors, c'est pas vrai, mais c'est pour la petite histoire. On a tout débranché et on est passé sur une autre forme de réseau en passant avec un opérateur public. C'est-à-dire qu'on a acheté de la connectivité et en même temps qu'on achète la connectivité sur un opérateur public, on achète aussi la structure du serveur qui nous permet justement d'opérer nos données. Et sur ce serveur-là, on peut y mettre n'importe quelle plateforme IoT. Il se trouve en France qu'on a de très bonnes plateformes IoT et on aurait tort de s'en priver. Donc, ce réseau-là, il fonctionne très bien. Néanmoins, 2 petits inconvénients. Premièrement, c'est un coût par device.
Donc ça veut dire que plus vous avez de devices, plus le coût est important. Et sur les déploiements très importants, ça peut devenir très conséquent. Deuxièmement, on ne maîtrise pas la connectivité, on ne maîtrise pas complètement la couverture. C'est-à-dire que même si, et c'est notre cas, on est assez bien couvert par les opérateurs sur le campus de Technolac, si dans un sous-sol, si dans un recoin, vous n'avez pas la connectivité que vous souhaitiez, ben vous avez peu ou pas de solution. En tout cas, pas simplement. Donc, on s'est dit, enfin surtout on m'a dit, bah, tu as investi dans les gateways, tu as investi maintenant dans un abonnement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution alternative? Donc la solution alternative, elle existe. C'est ce qu'on appelle les réseaux hybrides. C'est-à-dire que je ressors les gateways du placard, je les remets sur le toit, bon, ils y sont restés, et j'achète cette fois-ci un accès à un network server qui appartient à une entreprise tierce. C'est-à-dire que je gère ma connectivité, en revanche, je gère ma couverture plutôt, mais en revanche, je fais appel à une entreprise tierce pour gérer la gestion de mes données. Network server, application server, et bien sûr, les plateformes IoT qui y sont connectées. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et encore une fois, on a de très bons network servers, opérateurs de network servers en France, et on aurait tort de s'en priver. Et ça fonctionne parfaitement bien. C'est une structure qu'on a actuellement sur l'université. Et puis, dernier point, à l'université, nous, quand on fait des travaux pratiques, donc surtout de la mise en œuvre, ou alors que les labos lancent des tests, on a pendant plusieurs heures des milliers de messages qui sont émis, et puis ensuite, pendant plusieurs jours, voire juillet, août, pas grand-chose, on n'a pas grand-chose qui se déroule. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que je pourrais mutualiser mon réseau, c'est-à-dire le rendre disponible à d'autres. En contrepartie, je pourrais avoir la structure de leur gateway à ma disposition lorsque mes devices ne sont pas dans ma zone de couverture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux communautaires. Et c'est une technique que l'on met en place, nous aussi, sur l'université actuellement. C'est une forme de connectivité qu'on utilise. Il y a d'autres modes de connectivité qui existent, je ne vais pas en parler, mais tout ça pour dire que c'est que vous, en tant qu'industriel, en tant que territoire ou en tant que municipalité, bah, il faut déjà choisir le mode de connectivité que vous souhaitiez, une fois que vous avez bien sûr défini vos usages. Alors, transmettre d'un device jusqu'à la plateforme IoT, c'est quelque chose qui a été réalisé des milliers de fois sur des milliers d'exemples en LoRaWAN, et ça fonctionne encore une fois très bien. Néanmoins, l'écosystème il est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de fonctionnalités que l'on peut utiliser qui simplifient la vie du développeur de l'objet, mais qui simplifient aussi l'application finale qui est proposée à l'utilisateur. Donc, je vais vous proposer 3 caractéristiques de ces réseaux au travers de 3 cas d'usage. Donc, premier cas d'usage, ça va être du smart building. Un deuxième, ça sera smart city. Et un troisième, dans l'agriculture. Smart agriculture, pourquoi pas. Alors, premier cas d'usage, donc c'est lié à l'actualité, qui j'espère sera plus l'actualité, mais les capteurs de qualité de l'air ont émergé ces dernières années, tout le monde sait pourquoi. Et ces capteurs, bah, ils font de la mesure de dépassement de seuil, et il va falloir à un moment donné horodater les informations qui sont transmises. Alors, faire de l'horodatage d'informations, c'est quelque chose qui peut être très simple. Et la méthode la plus simple qu'on utilise, c'est simplement d'envoyer les données sans mettre d'heure. Et qui c'est qui donne l'heure? Ben, c'est le réseau. Maintenant, quand on veut trouver de l'heure au sein du device, eh bien, il faut déjà que ce device y soit à l'heure, et surtout, il faut qu'il reste. Et quand on a des objets qui utilisent des protocoles avec des débits très faibles, et qu'on est à l'octet près que l'on veut envoyer, eh bien, il ne s'agit pas de dire quelle heure est-il et qu'on nous réponde. Parce que si on utilise des protocoles classiques qui demandent l'heure, par exemple les protocoles basés sur IP, qui s'appellent par exemple MTP, un protocole comme MTP va envoyer autant d'octets pour faire une seule requête d'heure que probablement le device va envoyer pendant toute sa vie en LoRaWAN. Donc il faut que le développeur puisse lui-même réaliser une application de demande d'heure pour que le device se mette à l'heure, mais qui soit en cohérence même avec le protocole qui est utilisé, qui est ici le LoRaWAN. Donc ça, bien sûr, si jamais le développeur le faisait lui-même, ça serait un manque d'interopérabilité puisque le device pourrait faire ça avec un seul network server, mais comme il faut que ce soit interopérable, pour que si jamais vous changez de network server, on ne sait jamais ce qui peut arriver, eh bien, il faut que ça, ce soit une propriété qui soit native de LoRaWAN, et ça l'est.
Donc ça, ce sont des choses qu'on a testées et qui fonctionnent parfaitement, à condition que votre device implémente dans sa stack la mise à jour de l'heure et que le network server la prenne en compte, bien évidemment aussi. Ce qui est le cas principalement pour les network servers, pour les devices, pas toujours. Donc à vous, en tant que client, décideur, de demander ces fonctionnalités. Deuxième cas d'usage, donc là, on est dans la Smart City. On est dans la Smart City et on fait de l'éclairage. Alors, l'éclairage, il est très lié à de la baisse de la consommation d'énergie, puisque justement, comme c'est un poste important, on essaye de le limiter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'éclairage quand on ne veut pas faire d'économie d'énergie? On allume le soir et on éteint le matin. Et quand on veut faire des économies d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On allume le soir et on éteint à minuit. Quand on fait intervenir des objets liés à l'Internet des objets, est-ce qu'on peut rajouter des informations plus importantes? Oui, on peut ne jamais allumer, sauf si on en a besoin. Mais ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait une granularité des objets, c'est-à-dire par rue, par quartier, par secteur de la ville, qui soit en relation avec les usages des citadins, et donc qu'on puisse regrouper un certain nombre d'objets avec des sous-groupes éventuellement, pour qu'on puisse piloter ces objets en on-off par différentes parties de la ville. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on pourrait réaliser et inventer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les protocoles où on a du très bas débit, encore une fois, chaque octet compte. Et que si jamais on doit envoyer, dans le cas d'usage qui est sourcé par Actility ici, à 70 000 devices individuels des informations de on-off, et finalement, probablement que tout sera en place à la fin de la nuit. Donc, il faut qu'on arrive à envoyer des demandes sur un nombre d'objets qui est regroupé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le multicast. On peut l'inventer, mais on peut aussi utiliser la solution qui est proposée nativement par LoRaWAN. Enfin, troisième cas d'usage, donc là, on va dans la smart agriculture, plutôt la smart viticulture. C'est un cas d'usage qui date déjà il y a quelques années, puisque je crois qu'il date de 2017, donc qui fonctionne parfaitement. On fait des mesures, comme souvent, avec des capteurs qui sont assez simples. Température, humidité, ensoleillement. Et on arrive à prédire la qualité de vin. Donc en gros, j'imagine qu'au mois d'août, le viticulteur dit à son service marketing que le vin va avoir un goût de banane. Bon, débrouillez-vous avec ça. Et avec cette qualité, vous allez pouvoir avoir des informations sur, d'année après année, la qualité de votre terroir. Et puis, l'agriculteur, le viticulteur, qui a cette information, il sait aussi que récemment, il a eu du gel au mois d'avril, qu'il y aura beaucoup de chances qu'il ait de la canicule au mois d'août. Et il fait donc une découverte sensationnelle, sans avoir même lu le rapport du GIEC, qu'il y a du dérèglement climatique. Et donc, il se dit, là, je suis un des seuls à tenir cette information. Est-ce que je ne pourrais pas inventer une nouvelle application avec ce dérèglement climatique? Une application qui va m'envoyer des alertes sur le gel ou des alertes liées à la canicule. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir mettre à jour, en gardant la même structure matérielle de son objet, mettre à jour son application. Mettre à jour son application, ça veut dire qu'il va falloir envoyer au device, par différentes méthodes, la mise à jour software. Alors, on peut donner les binaires à l'agriculteur en lui donnant les câbles et les programmeurs, le laisser parcourir tous les champs, aller à chacun de ses devices pour qu'il fasse les mises à jour. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pensable dans un déploiement de masse, parce que déjà, les devices sont dans des propriétés privées, ils appartiennent à des privés. Et puis, techniquement, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une mise à jour qui doit être faite à distance et qui doit être aussi prise en prenant en compte la spécificité du protocole bas débit, low power, en faisant de la mise à jour commune sur une suite de devices. C'est ce qu'on appelle le FIOTA, Firmware Update Over the Air, et c'est une solution native du LoRaWAN. Donc finalement, on voit qu'il y a plein de solutions qui, en tout cas, fonctionnent, puisque nous, on a testé en tout cas une partie, on finit de tester
les autres parties, mais qui sont encore peu mises en place. Et c'est encore une fois vous, en tant que décideur, en tant que client final ou en tant qu'intégrateur, à vérifier que ces fonctionnalités sont présentes à la fois dans le device et dans les network serveurs que vous allez utiliser. Enfin, une fois qu'on a notre connectivité, qu'on a les solutions innovantes pour l'avenir, on va maintenant faire un déploiement. Alors, je vais d'abord vous montrer comment un déploiement en LoRaWAN se passe, ce qu'il se fait et ensuite ce qu'il faudra faire. Alors, vous avez acheté les devices et pour que ça fonctionne, il faut que les clés qui soient dans le device soient copiées par un moyen ou par un autre dans le network server. Donc, actuellement, ce qui se fait pas mal, c'est que si vous avez un petit déploiement, il se peut, ça se fait encore, j'espère plus, que la clé ultra secrète soit cachée secrètement sur la face avant de l'objet. Il se peut aussi que le fabricant du device vous ait caché ça secrètement dans un email avec les 40 devices que vous avez achetés. Et plus sérieusement, si tout se passe bien, c'est lui qui a poussé lui-même les clés dans le network server. Donc, une fois de toute façon que ça a été fait, par un moyen ou par un autre, la clé qui est dans le device doit donc être copiée sur le network server. À partir de ce moment, vous activez le device, les clés de session sont échangées et tout fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, un nouvel opérateur arrive sur le marché. Ce n'est pas un opérateur qui met la clé sous la porte, mais c'est un nouvel opérateur qui arrive en LoRaWAN. Et cet opérateur, il vous propose un meilleur deal. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire en sorte que vous allez pouvoir changer d'opérateur facilement? Avec ce système-là, ça se fait. Techniquement, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir demander à l'ancien opérateur de lui exporter les clés pour les importer dans le nouveau. Ou alors, vous ressortez votre email secret et vous faites vous-même l'opération. Toujours est-il que ça se passe. Vous prenez les clés, vous les copiez de l'un à l'autre, vous réactivez vos devices et ensuite, les clés de session sont à nouveau échangées. Hop, pardon. Les clés de session sont à nouveau échangées et ça marche. Alors, sur ce schéma-là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu perturbant, c'est qu'au final, vous avez les clés, vous en tant qu'acheteur, le fabricant de device les possède, l'opérateur du haut les possède et le nouvel opérateur les possède. Bon, des clés, c'est quand même quelque chose qui est chiffré, qui est secret et qui est un point de sécurité sur lequel il faut faire très attention. Et il ne faut pas que ces clés elles puissent être dévoilées. Et si jamais elles étaient mises à nu à un moment donné, il y aurait une faille de sécurité béante dans votre système. Donc, on multiplie la possibilité que ces clés elles soient exposées. Donc, ce système, il fonctionne techniquement. En revanche, ce n'est pas que le système n'est pas sécurisé, mais c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui pourrait faire que ce n'est pas sécurisé. Donc, qu'est-ce que maintenant il faudrait faire? Quand vous achetez votre device, ce qui serait intéressant, c'est que votre device il soit déjà provisionné avec les clés, ça c'est déjà le cas, mais qu'un serveur indépendant, qu'on appelle un joint server, ait déjà les mêmes clés qui soient provisionnées. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, en tant qu'utilisateur? Il vous reste à venir sur le joint server, sélectionner dans un menu déroulant l'opérateur avec qui vous avez passé le deal, et ensuite activer vos devices. Une fois que les devices sont activés, le joint server distribue les clés de session et tout fonctionne. Aujourd'hui, c'est de la folie. Un nouvel opérateur arrive sur le marché. LoRaWAN a du succès. On a donc un opérateur qui propose encore un meilleur deal. Comment je fais pour changer d'opérateur? Eh bien, simplement, je demande à mon device de faire une nouvelle activation. Je vais dans mon joint server et dans le menu déroulant, je mets le nouvel opérateur. Les clés de session sont échangées et tout fonctionne. C'est-à-dire que je ne demande la permission à personne.
Je n'ai pas besoin de discuter pendant des mois avec mon ancien opérateur pour savoir s'il va me livrer les clés ou pas, ou si je les avais gardées dans un coin ou pas. J'ai juste à changer le network server destinataire au sein du join server. Ce join server, il en existe un certain nombre d'entités en France, dans le monde, pardon, mais ils peuvent être aussi réalisés de façon complètement privée. Un join server privé qui va distribuer des clés sur un serveur public, sur un réseau public. C'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est évidemment ce qu'il faudrait faire. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue de la sécurité? Au niveau des clés, qui possède les clés? Le join server, première entité, et le fabricant du device qui a mis les clés dans le device. 2. On était à 4, on est passé à 2. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire beaucoup mieux. Parce qu'en réalité, le provisionnement, il peut être aussi réalisé par le join server, c'est-à-dire que le join server peut proposer au fabricant du device les secure elements qui comporteront les clés, c'est-à-dire que le fabricant du device, il récupère un composant avec les clés déjà intégrées. Il n'y a donc qu'une seule entité qui possède les clés, c'est le join server. Et ce join server, il peut vous appartenir. Donc, c'est un risque beaucoup moins important d'exposer les clés et ça facilite grandement le changement d'opérateur. Voilà, donc pour résumer, connectivité avec différents points. Les fonctionnalités natives de du LoRaWAN qui permettent d'augmenter les capacités des applications. Et enfin, vous allez pouvoir courir chez votre opérateur pour pouvoir négocier les prix parce que vous pouvez changer quand vous voulez. Merci de votre attention. Merci Sylvain pour cette présentation brillante. Je suppose ou je pense qu'il y aura sans doute des questions dans la salle. Oui. Merci. C'était très intéressant. Juste, j'avais une question. Tu l'as abordé rapidement, que vous vouliez faire la triangularisation. Et c'était un des aspects aussi qui était mis en avant par ObjNews à l'époque, que tu as abandonné. Tu pourrais en dire un peu plus? Alors, la triangulation, effectivement, une capacité native du LoRaWAN, c'est de faire de la géolocalisation. Ça marche. Alors, pour tout avouer, je ne l'ai pas testé. Ça doit marcher. Néanmoins, pour que ça marche, il faut absolument que les gateways aient une caractéristique spécifique en interne qu'on appelle un fine timestamp. Ça veut dire que ce sont des gateways spécifiques. Et alors là, je suppose que Semtech, quand ils ont lancé cette possibilité de faire de la géolocalisation, ils avaient peut-être estimé que l'ensemble des gateways en France et dans le monde possèdent cette capacité de fine timestamp. Et en plus, il en faut 3. Force est de constater qu'il y a très peu finalement de gateways qui possèdent cette capacité-là. Donc ça veut dire faire de la géolocalisation sur un secteur privé en mettant nos propres gateways fine timestamp, c'est possible. Néanmoins, sur une délimitation d'un réseau complètement privé, faire de la géolocalisation à 100 mètres près sur un campus qui fait 1 km, je ne suis pas sûr que c'est vraiment de l'intérêt. Donc, c'est plutôt, on va dire, les choix technologiques des gateways qui ont été mis en œuvre qui font que la géolocalisation au LoRaWAN, selon moi, elle est tombée à l'eau d'office. Donc, on a laissé tomber de notre côté aussi. D'autres questions peut-être? Alors moi j'ai une question, Sylvain. Est-ce que c'est si simple que ça, dans le cas de 2 opérateurs publics, de faire cette bascule dont tu parlais dans ta présentation? Alors, moi je dis, d'un point de vue technique, c'est très simple. Après, c'est sûr que je ne peux pas prédire que Bouygues soit... Je ne sais pas s'il sera très coopérant pour fournir les clés. Enfin, j'imagine qu'il le sera. En tout cas, techniquement, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si jamais le device est capable de faire une nouvelle activation, ça se passera très bien. S'il n'est pas capable, Bouygues pourrait même fournir les clés de session. Et dans tous les cas, ça se passera très bien. Donc, pour moi, c'est plus un problème de coopération entre opérateurs plutôt qu'un problème technique. Le problème technique, il n'existe pas. Ok, merci. Bon.
Pas d'autres questions. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Merci à vous.